en seront autant des cerises et gai rossignol et merle, mon cœur, seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons autant des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Alors, aujourd'hui, la parole donc à Romain Marchand pour nous faire un exposé relativement court sur le potentiel révolutionnaire des collectivités. Et qu'aujourd'hui, on s'interroge sur en quoi une implication des communistes dans les collectivités locales est utile à leur projet de société et pas uniquement au bien-être des habitants. Je trouve que c'est un angle d'attaque qu'on n'a pas souvent. Et donc, je lui donne la parole sur ce sujet. Bien, bonsoir à toutes et à tous et merci de... Excusez-moi, j'ai oublié de le présenter. Donc, il est secrétaire national de l'ANECR, de l'Association nationale des élus communistes et républicains, quand même. Excusez-moi. Et premier maire adjoint d'Ivry, qui est, j'allais presque dire, la première ville du communisme municipal. Oui. Voilà. C'est vrai qu'Ivry a joué un rôle particulier dans l'histoire. J'y reviendrai un petit peu dans l'exposé, même si je ne vais pas faire de chauvinisme excessif. En tout cas, merci de m'inviter et de prendre ce temps, parce que je pense que c'est absolument nécessaire dans les activités militantes qui sont les nôtres de consacrer des temps au débat, à l'échange, à la formation pour aussi échanger nos points de vue, progresser les uns les autres en s'apportant des idées. Et c'est peut-être aussi dans des périodes comme aujourd'hui, c'est peut-être des choses qui se perdent un petit peu et qui je crois manquent aussi à l'activité du parti en général. Et c'est vrai que j'ai voulu, alors on m'a demandé d'intervenir sur le communisme municipal, j'ai voulu prendre le sujet un petit peu de côté parce que le danger avec la notion de communisme municipal, c'est que ça pourrait renvoyer à une forme de modèle d'âge d'or, d'époque où le parti était beaucoup plus fort, beaucoup plus implanté, où des choses très audacieuses se sont faites dans nos collectivités, et qu'au fond il suffirait de revenir à ce modèle, de le réappliquer pour que tout aille mieux et qu'on ne soit plus à 3% malheureusement d'intention de vote aujourd'hui dans les intentions, pour les européennes, mais à 15 ou 20 comme à une époque. Donc avant de parler de communisme municipal, je pense qu'il faut d'abord se poser la question, est-ce que ça sert encore à quelque chose de consacrer l'énergie qu'on dépense en tant que militant avant d'être élu? Je suis, comme la plupart d'entre vous, un militant. Est-ce que ça, et vous savez que les élections, même si nous ne sommes pas un parti qui n'a que la gestion en perspective, les élections prennent une place importante dans notre activité. Au fond, est-ce que ça sert encore à quelque chose de passer tout ce temps-là, toute cette énergie, pour conquérir des positions locales, des positions électives dans les collectivités? Alors évidemment, poser la question, c'est de manière aussi provocante, c'est déjà un petit peu y répondre, mais je pense que faire un petit détour pour y répondre n'est pas inutile. J'ai commencé la contribution dont tu parlais tout à l'heure dans le livre du Congrès par une petite formule un peu provocante. J'ai dit un spectre entre le PCF, c'est le spectre de la gestion. Et en réalité, c'est vrai parce que aujourd'hui, on considère le communisme municipal comme un acquis et une évidence, mais en réalité, dans l'histoire du parti, si on se plonge un petit peu dans les débats de la moitié du XXe siècle, on se rend compte que c'était loin d'être une évidence et qu'au départ même, les élus locaux étaient un petit peu regardés, c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas critiqués au sein du parti, justement parce que l'exercice de la gestion impose des compromis. Compromission, la frontière est jamais loin. Et entre l'idéal de société que nous défendons et ce que pouvaient mettre en place les élus, il y a forcément un écart qui a été critiqué jusqu'à ce qu'il y ait même une expression qui apparaisse à l'époque dans le parti en contrepoint de l'expression de communisme municipal,
c'était l'expression de crétinisme municipal. Et en effet, l'un des dirigeants du parti et l'un des maires qui a beaucoup œuvré pour la reconnaissance de l'action originale des élus dans notre combat révolutionnaire, c'est Georges Maran, qui a été le maire d'Ivry de 1925 à 1965, et qui alors il faisait partie de la première vague de maires communistes. Il était aussi un dirigeant national du parti. Il a porté cette idée que le combat révolutionnaire se menait aussi dans le concret du terrain. Aujourd'hui, c'est un sujet qui fait plus débat. Dans nos textes de congrès, traditionnellement, il y a un paragraphe qui est consacré aux élus et aux élections, et on dit voilà, il faut conquérir le maximum de positions, des élus qui sont parfois dans l'opposition, parfois en situation de gestion. Tout ça ne fait plus débat. Et pour autant, je pense qu'il faut s'interroger sur cette situation, parce que d'abord, depuis 40 ans, et depuis à peu près le pic de 1977, on a perdu beaucoup d'élus. On en avait 28 000 à la création de la lettre, à la fin des années 70. Et aujourd'hui, les estimations les plus généreuses disent autour de 7 500. Donc c'est quand même une chute non négligeable. Et donc dans ce rapport de force qui s'est réduit, voilà, se poser la question de l'utilité de la gestion dans le combat révolutionnaire est important. Alors, un des éléments de réponse réside peut-être dans les attaques inédites qui sont menées contre les collectivités locales. Chacun d'entre vous connaît bien la situation, donc je ne vais pas m'y étendre, mais ça vaut le coup quand même d'en dire quelques mots, parce qu'elles sont depuis, on a tendance à dire depuis longtemps, mais en réalité depuis une quinzaine d'années. C'est le mandat de Nicolas Sarkozy qui a été la vraie bascule de ce point de vue-là. Il y a eu des choses avant, mais il y a eu une accélération assez sérieuse depuis 2010. En réalité, les collectivités locales sont attaquées sur plusieurs fronts. D'abord un front culturel, où on instille petit à petit, jusqu'à ce qu'elle devienne aujourd'hui assez ancrée dans la société, l'idée que tout ça coûte trop cher, qu'il y a trop d'élus, que la dépense publique elle est insoutenable, au fond que le marché organise mieux les choses que ne le font les services publics, et donc il faut réduire tout ça, réduire le millefeuille, c'est un peu l'expression qui aujourd'hui est assez peu contredite. Sur le plan financier aussi, et c'est pour ça que je situe l'accélération du point de vue des attaques contre les collectivités dans les années 2010, sur le plan financier, c'est que petit à petit, les moyens ont été réduits. En 2010, c'est la suppression de la taxe professionnelle. Il y a le grand plan d'économie de Manuel Valls dans les années 2013-2014, toute la fin du quinquennat Hollande qui a été absolument ravageuse pour les finances des collectivités locales. Et puis, sous Macron, la contractualisation. Je ne sais pas si vous êtes tous au fait un peu de ce système, mais en gros, l'État dit aux collectivités, les préfets disent aux collectivités, vos dépenses ne peuvent plus évoluer plus d'1,2% par an. C'est en dessous de l'inflation. C'est-à-dire que même en ne faisant rien de plus que ce qu'on fait, il faut réduire. Et donc, c'est en vérité une véritable mise sous tutelle, puisque ça n'est même plus on vous donne moins d'argent et puis débrouillez-vous avec ce que vous avez, c'est vous avez de l'argent mais vous n'avez pas le droit de le dépenser. Et si vous le dépensez, l'année d'après, on va les piquer dans vos caisses pour récupérer ce que vous avez dépensé en trop par rapport à ce qui était autorisé. Donc on est vraiment dans un carcan qui se resserre et qui rend aussi de plus en plus difficile la conduite des politiques locales. Et puis il y a la taxe d'habitation, dont elle est en cours de suppression, pour le moment compensée, mais on sait ce que sont devenues toutes les compensations de l'État, d'abord la première version de la taxe professionnelle, puis de la taxe professionnelle elle-même. Aujourd'hui, ces compensations, elles servent de variable d'ajustement à chaque fois que l'État cherche à faire des économies. Et enfin, troisième front d'attaque, c'est sur le plan institutionnel, puisque depuis là aussi les années 2010 s'enchaînent les réformes territoriales qui vont toutes dans le même sens, c'est-à-dire dessaisir les citoyens du contrôle démocratique qu'ils peuvent avoir sur les collectivités locales, fusion de communes, les grandes régions qui ont été mises en place ces dernières années, les menaces à répétition sur les départements. En Ile-de-France, on en sait quelque chose pour avoir réussi jusqu'ici, et en particulier
sous l'impulsion du Val-de-Marne, à défendre l'existence des départements. La création des métropoles et des intercommunalités. Je fais partie d'un territoire où j'ai quelques camarades de l'Essonne qui nous ont rejoints parce que dans cette grande nouvelle architecture, il fallait des territoires toujours plus grands. Bref, c'est recentralisation des pouvoirs et technocratisation, parce que ne nous cachons pas les choses, plus on s'éloigne du terrain, plus c'est les techniciens qui prennent le dessus. D'abord parce que les territoires sont plus grands, donc pour les élus, être présents sur le terrain, c'est plus difficile. Et puis ensuite parce que les enjeux deviennent tellement techniques que la place du politique se réduit comme peau de chagrin. Et ces offensives combinées, elles se réduisent à un effacement progressif des marqueurs qui faisaient l'identité spécifique des politiques locales, et en particulier des nôtres, du fait qu'on a de moins en moins de moyens pour pouvoir répondre aux besoins des habitants. Et quand petit à petit ces marqueurs s'effacent, et bien forcément les citoyens, les électeurs, ils jugent de moins en moins utile d'aller se déplacer, d'aller voter pour élire leur maire, pour élire leurs représentants, parce que ils y voient tout simplement moins d'enjeux et moins d'utilité. Là aussi, si on prend la courbe de participation aux élections municipales, elle est traditionnellement, enfin la participation municipale est encore plus importante qu'un certain nombre d'élections locales, mais elle se réduit sérieusement et elle atteint l'abstention atteint plus de 60% dans certains quartiers populaires. C'est évidemment un problème démocratique majeur. Alors, dans ce contexte, est-ce qu'il y a encore un enjeu, je le disais, à se battre pour préserver les collectivités et jouer un rôle dans leur gestion? Trois raisons me poussent à vous proposer de répondre oui à cette question, mais je le disais, c'est utile de faire le petit détour et de poser les conditions. Parce que si on dit juste oui, alors, ce que je disais au début, on y va, on s'embarque dans les campagnes, et puis finalement on ne se pose pas la question d'à quelles conditions est-ce que tout ça est utile. La première raison, c'est que on a chez les communistes la volonté d'un changement de société radical, mais on a depuis quelques années établi le fait qu'on voulait faire advenir ce changement par la voie démocratique. Alors ce qui nous distingue d'autres forces politiques, c'est qu'on ne compte pas nécessairement que sur les élections pour faire advenir ce changement, et il y a toute la dimension des luttes sociales à mener, et on sait d'ailleurs que la seule prise du pouvoir, même nationale, ne suffirait pas aujourd'hui à pouvoir installer la politique qu'on souhaite si ce n'est pas appuyé sur un rapport de force puissant et populaire. Mais si on a cette idée quand même qu'on veut changer la société de façon démocratique, alors il faut investir tous les espaces de démocratie. On ne peut pas en laisser de côté au motif que certains seraient importants et d'autres moins. Je renvoie aussi à certains courants politiques qui aujourd'hui considèrent qu'il suffit de se concentrer sur les grandes élections nationales et finalement mettre les mains dans la gestion, c'est trop de compromis et trop de difficultés, que ça n'a pas d'utilité. Moi je pense que le changement, il doit se construire au quotidien, à tous les échelons démocratiques, et que c'est dans tous ces espaces qu'il faut impliquer le peuple et les citoyens. Et par ailleurs, on porte cette idée qui est au cœur de la décentralisation, c'est que les affaires d'une commune, d'un département ou d'une région, elles sont mieux gérées quand elles le sont au plus près des citoyens que quand elles le sont de façon centralisée, comme l'a été un peu l'histoire de notre pays. Et du point de vue de l'urbanisme, moi je prends souvent cet exemple, aujourd'hui, les villes sont quand même mieux faites, mieux construites, il y a des problèmes, mais mieux faites et mieux construites depuis que ce sont les maires qui ont la compétence en matière de délivrance des permis de construire, qu'à l'époque du préfet de Louvrier qui positionnait les villes nouvelles du haut de son hélicoptère, ou qui décidait comme ça de l'installation de grandes barres HLM dans les villes. Le maire de la Courneuve dit régulièrement qu'aucun maire n'aurait accepté et construit lui-même les 4000 à la Courneuve si c'est lui qui avait eu la décision entre les mains. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que dans notre ADN de communiste, on a une visée révolutionnaire, et on a aussi en même temps indissociablement la volonté de changer les choses concrètement maintenant. En gros, l'idée de dire, et là aussi ça nous distingue d'autres forces politiques,
l'idée de dire on laisse pas la situation empirer et le désespoir grandir en se disant que ça va créer la révolte et que ça suffira à mettre le feu aux poudres. On a dans nos convictions l'idée qu'il faut aujourd'hui chercher à améliorer la vie des gens tout de suite et modestement, ce que font nos élus dans leur fonction élective, tout simplement c'est ça. Alors dans un environnement de contraintes qui est très fort, mais c'est essayer d'améliorer le quotidien dans le contexte dans lequel on est. Je crois que ce serait très cynique de dire on laisse les choses empirer en espérant que ça suscite la révolution. Cynique et en plus inefficace parce que moi je fais plutôt dans mon expérience de militant, je fais plutôt le constat inverse, c'est que plus les gens sont assommés sous les difficultés sociales notamment, et plus ils s'éloignent de la chose publique, du militantisme, de l'intervention dans la vie de la cité. Et donc je crois au contraire que c'est en intégrant les gens dans des dynamiques collectives qu'on réussit à les amener aussi au combat pour le changement de société. Et enfin, parce que le capitalisme, on le sait, c'est pas juste une idée abstraite, mais c'est surtout un système qui s'enracine concrètement dans la vie quotidienne et dans les territoires. Pas forcément d'ailleurs de la même façon partout, même si c'est avec des logiques identiques. Et donc, si on veut dépasser le capitalisme, chaque espace qui peut opposer une résistance au capitalisme doit être utilisé. Et à chaque fois qu'on peut, à l'intérieur de ce système, construire un petit bout d'alternative, il faut le faire. C'est l'exemple qu'on connaît bien de la sécurité sociale, qui est moi je dis toujours un petit morceau de communisme dans le système capitaliste. Et si on arrive à reproduire comme ça dans différents champs de la société, dans différents territoires, des petits morceaux de déjà là qui montrent qu'on peut faire autrement, alors et ben à la fois on montre qu'il est possible de faire autrement et en même temps on crée des points d'appui pour que les gens se disent ah bah oui, si on peut faire autrement là, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ailleurs. Alors évidemment tout ça ne suffit pas, mais je crois que c'est aussi notre responsabilité de communiste de montrer que dans tous les espaces on peut créer différemment. Une autre manière de dire que le système il se change aussi, il peut se changer radicalement par petits bouts et que c'est pas un grand soir qui va tout d'un coup du jour au lendemain nous faire passer du moment capitaliste au moment communiste. Ceci étant, on a cette fierté du communisme municipal qui était, ce que je viens de dire, une forme de déjà-là communiste, quand on a créé le quotient familial. L'accès au quotient familial, c'est quand même une idée très révolutionnaire que chacun peut accéder selon ses besoins à un service public et y contribuer en fonction de ses moyens. C'est très marxiste et révolutionnaire comme idée. Quand on a créé l'accès pour les classes populaires au sport, à la culture, au loisir, avec l'idée que l'être humain, c'est pas uniquement un travailleur, mais c'est aussi un être qui a besoin de s'épanouir. Quand on a fait tout ça dans nos communes, pour autant, c'était des petits bouts de déjà la communiste, et pour autant, on est obligé de constater aujourd'hui que malgré ce patrimoine, petit à petit, la société, le capitalisme s'est développé, financiarisé, que la société s'est durcie, que la place de notre force politique s'est réduite, et que même ce qu'on considère aujourd'hui comme la fierté et l'ossature du communisme municipal, c'est même plus l'apanage des villes communistes. Aujourd'hui, des colonies de vacances, il y en a dans beaucoup de villes. Le quotient familial se fait aussi dans beaucoup de villes. Alors, vous m'entendrez jamais dire que la gestion est pareille dans une ville de droite que dans une ville communiste. Mais on est obligé de constater que le système a digéré en fait un certain nombre des avancées sociales qu'on avait réussi à produire et qu'aujourd'hui elles ne suffisent plus pour nous démarquer. Et les électeurs peuvent parfois avoir le sentiment que dans nos villes, avec un caractère plus social, avec une attention plus forte aux plus démunis, mais que finalement on ne fait pas tellement différemment que dans d'autres villes. Quand je dis ça, je ne prends évidemment pas les caricatures de certaines villes de droite qui construisent des ghettos. Mais vous voyez, la différenciation n'est malheureusement plus aussi importante.
c'est ce qui m'amène à la dernière partie de mon exposé, c'est que en réalité, c'est pour ça qu'on ne reviendra pas à une situation antérieure en reproduisant la même chose, mais aujourd'hui on a un devoir d'inventer et de remplir un certain nombre de conditions si on veut que notre participation à des gestions locales, elle revête une utilité. Et moi j'ai identifié 4 conditions. La première, c'est que il faut préserver les collectivités locales et renforcer la décentralisation. Ça peut paraître bête de le dire, mais les attaques aujourd'hui qui sont menées contre le système des collectivités, en particulier contre les communes, peuvent très bien nous amener demain à une organisation institutionnelle dans laquelle il n'y a plus tous ces pouvoirs décentralisés, c'est-à-dire en réalité la capacité des citoyens à s'organiser, à se choisir des représentants pour exercer des compétences et gérer les affaires de la cité. Et il y a des pays qui fonctionnent de manière beaucoup plus centralisée, ou fédérale, mais c'est une version territorialisée du centralisme, enfin d'une organisation centralisée. Et moi je pense profondément qu'il faut qu'on défende la décentralisation et les collectivités locales. Parce que sans ces espaces-là, alors les citoyens ne peuvent plus avoir prise sur les choses. Et c'est des combats qui sont difficiles à mener. On a du mal à embarquer les citoyens dans ces questions-là. Hein. Quand on parle des réformes institutionnelles, c'est quand même ce qui est à peu près de pire, je crois, dans les combats que nous menons pour intéresser les gens à ces sujets. Même les militants, je le dis en tant qu'élu, même parfois les militants, on sent qu'on les barbe avec les réformes territoriales, les machins et tout. C'est très compliqué. Et en même temps, je pense qu'il faut qu'on n'oublie jamais que derrière les collectivités, en réalité, il y a le service public local et donc la capacité à créer ces espaces de résistance au marché localement. Donc, en permanence, réaffirmer l'idée que le service public, c'est notre patrimoine commun, c'est le patrimoine de tous et que c'est pas un poids, c'est pas une dépense inutile, mais au contraire, c'est une richesse collective. Deuxième condition, il faut renforcer le pouvoir d'intervention des citoyens. Et quand je dis ça, je le dis d'autant plus que si on regarde l'organisation institutionnelle de notre pays, pour être élu municipal, le niveau local, et en particulier l'échelon municipal, est sans doute le plus antidémocratique de ce qui existe. On critique souvent le gouvernement, l'Assemblée qui est aux ordres de la majorité gouvernementale, c'est vrai, mais enfin, dans une mairie, dans un conseil municipal, vous avez rassemblé dans une seule et même personne le maire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Et ça, c'est quand même un sujet, et ceux qui sont dans des oppositions ou dans des villes dans lesquelles ils militent contre des maires de droite le voient bien, un maire a des pouvoirs considérables. Et donc je pense qu'il faut aussi, en tant que communiste, qu'on porte une critique sur cet échelon local pour le démocratiser, renforcer les contre-pouvoirs. La place des oppositions dans les conseils municipaux, elle est ridicule. Dans le conseil municipal à Ivry, on est 45 élus. Il y a à peine une dizaine d'élus de l'opposition. C'est pas sérieux, elle peut pas travailler correctement, cette opposition, et faire entendre sa voix correctement dans un rapport de force aussi déséquilibré. Donc je pense qu'il faut défendre des modèles différents du point de vue de la représentation, et puis l'irruption des citoyens dans la gestion de tout ça, les comités d'usagers, par exemple, ou une idée que moi je porte depuis longtemps, c'est l'idée de droit citoyen. Je n'ai pas trouvé de meilleure appellation, mais de droit citoyen qui serait un peu construit à l'image des droits syndicaux, c'est-à-dire le droit pour chaque citoyen de disposer sur son temps de travail, c'est-à-dire sur le temps qui est rémunéré par son employeur, d'1 heure par semaine, 2 heures par mois, j'en sais rien, pour participer à la vie de la cité, à ses réunions de quartier, à son conseil de quartier, à la vie d'une association. Ce serait au fond reconnaître qu'on peut libérer à des citoyens du temps pour participer aux affaires collectives. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, un des freins à la participation des habitants, il est assez matériel et concret, c'est celui du temps qu'on n'a pas, des gens qui cumulent de boulot, qui rentrent et qui ont la famille à s'occuper, ou qui ont trop de soucis déjà pour assurer leur propre survie quotidienne, pour se dire
je vais aller partager du temps à gérer les affaires des autres. Donc je crois qu'il faut faire preuve d'audace et d'innovation. Moi je mets cette idée en débat, mais il peut y en avoir d'autres pour revitaliser la démocratie locale et au fond faire passer l'élu d'un rôle de faire pour, ce qui est la base de la représentation, c'est-à-dire qu'on fait au nom d'eux, avec l'idée de faire avec. Et moi je crois profondément que le rôle des élus aujourd'hui, il n'est plus seulement de représenter les habitants, mais il est d'être l'outil de leur mise en mouvement pour qu'eux-mêmes finalement gèrent leurs affaires. Alors nous les communes, on le fait souvent plus que les autres parce que quand on se bat pour obtenir des moyens pour tel projet et qu'on emmène les habitants en manif devant tel ministère ou devant la préfecture, finalement c'est un peu dans notre ADN de le faire. Mais il faut que ça devienne beaucoup plus systématique et pas uniquement quand on a besoin des habitants pour créer un rapport de force, mais aussi dans l'ensemble de la gestion. Et puis je crois aussi qu'il faut, je disais, revivifier le système démocratique. Moi je suis partisan d'un statut de l'élu qui permette de sécuriser le moment dans sa vie militante où on devient élu d'un point de vue professionnel, favoriser les allers-retours avec la vie professionnelle pour aussi permettre la limitation dans le temps du cumul des mandats, qu'on ait de moins en moins de gens qui sont élus très longtemps et qui le font sans doute bien, et puis on a des camarades qui l'ont fait pendant des années sur lesquels je porte absolument aucune critique, mais je crois aussi que c'est bien d'être de faire progresser un modèle dans lequel les responsabilités électives elles peuvent tourner et concerner plus de citoyens, les résidents étrangers qui devraient pouvoir non seulement voter mais être élus, etc. Là aussi j'ouvre un chantier qui ne se limite pas à ça. Troisième condition, et je remets un peu les pieds dans le sujet initial, c'est réinventer un communisme municipal de notre temps et lui redonner de la visibilité. Parce que aujourd'hui, je le disais, ce qui a fait le communisme municipal n'est plus l'apanage des villes communistes. Et donc, on a un devoir aussi d'inventer quels sont les nouveaux champs du communisme municipal, qu'est-ce qui demain fera école, et on l'espère sera diffusé dans d'autres villes. Aujourd'hui, on a un devoir d'innovation sociale, d'innovation environnementale pour réidentifier les marqueurs d'une gestion communiste, que les gens, quand ils vont voter aux élections municipales, ils puissent se dire tiens, là je vais voter pour des idées bien spécifiques, des projets, des marques de fabrique, entre guillemets, je prends un mot au marketing, des marques de fabrique qui font dire que là c'est différent d'ailleurs. Et aujourd'hui, et ça peut être un des sujets de la discussion de ce soir, c'est le travail qui est devant nous, d'identifier, parfois sur des questions très locales, mais ça peut être aussi nationalement, d'identifier quels sont les sujets sur lesquels on pourrait innover, inventer et proposer des choses nouvelles aux citoyens. Et puis dernière condition, et je m'en arrêterai après un tout petit mot de conclusion, c'est articuler ce nouveau communisme municipal avec une perspective de changement de société qui soit identifiée et crédible. Quand je dis ça, c'est que on peut pas, c'est toi qui me le disais tout à l'heure quand je suis arrivé, on ne peut pas imaginer que on va changer les choses uniquement dans une commune et qu'on peut faire vivre un îlot de socialisme à l'intérieur de, si vous voyez la référence qui est la mienne, à l'intérieur d'un environnement hostile. Et moi, j'ai cette conviction un peu funeste que si on ne fait pas progresser notre combat politique au plan national sur la vision d'un changement de société, toutes nos positions locales, elles finiront petit à petit par tomber les unes après les autres. Non pas parce que les copains aux responsabilités auront mal fait, parfois il y a des erreurs, et puis on a aussi commis des erreurs dans le passé et on en commet encore, mais parce que pour les gens, ils ne peuvent pas séparer l'enjeu local d'un enjeu plus lointain et continuer de voter localement pour des élus dont la force nationale représente quasiment rien. Et donc il faut que l'échelon local, on l'articule aussi avec un changement national qui permette que en permanence on puisse montrer dans les communes ce qu'on peut faire de nouveau pour dire voyez ça peut être la base d'un changement de société plus global,
et en même temps que ce changement de société, il nous donne de la force localement pour créer des rapports de force et mettre en place des choses audacieuses. Donc, un mot de conclusion conclusion. Je ne conclue pas la discussion, mais je conclue mon propos pour dire que, pour moi, si on doit parler de communisme municipal, et si on doit parler d'utilité de la gestion locale, il faut le faire vraiment dans une relation dialectique avec le projet politique qu'on porte, transformation de la société, parce que, je le disais au début, c'est contradictoire forcément entre l'idéal de société qu'on a et ce qu'on fait quand on est en gestion qui impose des compromis. Il y a de la contradiction, et en même temps c'est indissociable parce que on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Et n'avoir qu'une visée de transformation globale sans se soucier du réel au quotidien, pour moi, est inopérant. Et en même temps, se dire on va se concentrer que sur le quotidien et le réel sans perspective plus globale, n'a pas de sens et nous ferait nous enfermer dans la gestionnite sans perspective. Donc je pense qu'on peut trouver dans les collectivités, dans les échéances qui approchent, notamment municipales, à la fois une motivation dans le fait de redonner localement aux habitants un mieux vivre concret tout de suite demain, ce qui est souvent, je dirais, le moteur premier des candidatures que nous présentons et de ce que nous vendons entre guillemets aux électeurs, et en même temps de l'articuler avec un changement de société. À chaque fois qu'on gagne des positions, ça peut être aussi un point d'appui, un marchepied pour faire progresser notre projet plus collectif. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors c'était convenu avec Romain, exposé synthétique et court, et pour laisser plus de place au débat et à l'échange, qui est parfois ce qu'on fait. Donc allez-y, la place est à vous. Ça les perdra de mondialiser l'injustice, s'en asperger de bénéfices, ça les perdra de coucouner le patronat, de bouclieriser l'élite qui t'embauche pas mais qui profite de ces villas. Ibiza, c'est fantastique, un bain de minuit dans le capital, pendant que t'as mal aux ascédiques. Et moi, je suis communiste à ce qui paraît, rien d'héroïque, oui, mais je suis communiste. Quoi ça fait pas chic, oula, ça les perdra de vampiriser la révolte, de ratiboiser la culture pour te ramollir, toi qui taffes dur.